Je m'appelle Amadou Kaboré. J'ai 77 ans aujourd'hui. Mais l'histoire que je vais vous raconter s'est passée quand j'en avais 52. C'était un jour ordinaire, un après-midi au supermarché avec ma femme. Qui aurait pu imaginer qu'un simple mot glissé dans ma poche allait détruire ma vie pour la reconstruire ensuite? Ce billet disait « Ne rentre pas chez toi. Fais-moi confiance ». Je ne savais pas que ces quelques mots allaient révéler la trahison la plus cruelle, celle de ma femme et de mon propre frère. C'est une histoire de douleur, de chute, mais aussi de renaissance. Si vous avez déjà senti que quelque chose n'allait pas, mais que vous ne saviez pas quoi, continuez avec moi. Cette histoire va vous montrer que vos instincts peuvent tout sauver. Je revois encore les néons blanchâtres du supermarché, les allées qui sentaient le savon et la mangue trop mûre, les enfants qui réclamaient des bonbons près des caisses. Un jour banal, presque trop banal, comme ces silences polis dans un couple qui a oublié de se regarder. Je souriais par habitude. Je croyais au quotidien comme on croit à un sol solide. Et puis, du bout des doigts, ce contact furtif contre ma poche, si léger que j'aurais pu l'inventer. J'ai senti, avant de comprendre. Une intuition qui m'a saisi par la nuque. Quelque chose venait de dévier. Si je n'avais pas écouté cette sensation, si j'avais déchiré le papier ou ri de moi-même, ma vie se serait éteinte à petit feu. Je ne le savais pas encore, mais une seule décision, ne pas rentrer tout de suite, allait me sauver de bien plus qu'une humiliation. Elle allait m'arracher au mensonge qui s'était installé chez moi comme un meuble qu'on ne voit plus. Si cette histoire résonne déjà en vous, abonnez-vous et dites-moi en commentaire « Je fais confiance à mon instinct ». J'étais un homme simple, travailleur acharné. À 52 ans, ma vie à Ouagadougou était stable. J'avais une petite entreprise de transport. Ma femme, Délice Kaboré, 48 ans, était à mes côtés depuis 25 ans. Nous avions 3 enfants. J'avais toujours cru en la loyauté et l'amour. Ayant grandi sans père, je m'étais promis de ne jamais abandonner ma famille. Je voulais leur offrir une vie digne. Délice était belle, toujours élégante. Elle semblait la femme parfaite, dévouée. Elle gérait nos finances, s'occupait de la maison. Je travaillais du matin au soir, fier de ce que nous construisions. Mon frère cadet, Marcel Ouattara, 47 ans, venait souvent à la maison. Il riait avec les enfants, plaisantait avec Délice. Je ne voyais rien d'anormal. Pour moi, c'était la famille, le pilier de mon existence. Je me sentais en sécurité, aimé. Cette confiance était ma plus grande force. Ce jour-là, un mardi après-midi, nous étions au supermarché. Délice poussait le caddie, je la suivais. Soudain, j'ai senti une main furtive glisser quelque chose dans ma poche. C'était rapide, discret. Je me suis retourné, mais je n'ai vu personne. Mon cœur a fait un bond. Une étrange sensation m'a envahi. J'ai attendu que Délice soit occupée pour discrètement mettre ma main dans ma poche. J'ai trouvé un petit morceau de papier plié. Mon sang s'est glacé. Mes yeux ont parcouru les mots écrits à la hâte. « Amadou, ne rentre pas chez toi. Fais-moi confiance. Va chez Kofi. Quelqu'un t'attend là-bas. Ta vie est en danger. » Pas de signature, juste ces phrases. Je suis resté figé, la main dans la poche, le souffle court. Le danger pour moi, c'était le retard d'un client, une panne de camion, jamais ma propre maison. Qui dans ma vie prononcerait ces mots pour moi? J'ai pensé à mes chauffeurs, à Kofi, à un voisin bienveillant. J'ai aussi pensé à toutes ces fois où Délice avait souri en baissant les yeux quand mon téléphone sonnait, à ces rires étouffés de Marcel dans notre salon. Je me suis dit que j'étais injuste, que la fatigue me jouait des tours. Mais il y a des mots qui ne se trompent pas. Fais-moi confiance. Confiance en qui? En l'inconnu ou en moi-même pour une fois? J'ai froissé le papier sans le déchirer, comme on serre un talisman. Mes pas ont repris, lents. Mon cœur, lui, battait trop vite pour que je ne comprenne pas qu'une frontière venait d'être franchie. Mon esprit a tourné. Qui? Pourquoi? Ma vie en danger? Je n'ai pas compris. Mais une chose était claire. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Je devais faire confiance à cet inconnu. J'ai plié le billet et l'ai serré. Délice m'a appelé. « Amadou, tu viens? On a presque fini. » J'ai forcé un sourire. « Oui, ma chérie. Je dois juste passer un coup de fil rapide. Je te rejoins à la caisse. » Elle n'a rien remarqué. Je me suis éloigné, mon cœur battant. J'ai composé le numéro de Kofi Mensa, mon ami d'enfance, 53 ans. « Kofi, j'ai un problème. Je viens chez toi. Ne pose pas de questions au téléphone. » Il a juste dit
D'accord, mon frère, je t'attends. J'ai payé nos courses avec délice, le sourire figé. Je l'ai déposé à la maison, inventant une excuse pour une livraison urgente. Je reviens plus tard, ma chérie. Elle m'a embrassé, rien ne laissait transparaître. Mais mon instinct me criait de ne pas faire confiance à ce baiser. Je suis parti. Au lieu d'aller chez Kofi, j'ai garé mon camion un peu plus loin. De là, je pouvais voir ma maison sans être vu. L'angoisse me rongeait. J'ai attendu, le regard fixé sur ma porte. Chaque minute était une éternité. L'attente était insoutenable. Mon esprit cherchait des explications. Qui aurait pu m'envoyer ce message? Puis, j'ai vu une voiture s'arrêter devant ma maison. C'était celle de Marcel, mon propre frère. Mon cœur s'est serré. Il est sorti, a regardé autour de lui, puis est entré. Il n'avait pas son sac de travail. Il portait des vêtements décontractés. Et il est entré avec une clé de ma maison, un double que je lui avais confié autrefois, par confiance. J'ai senti une douleur aiguë. J'ai essayé de me rassurer. Mais la lumière du salon s'est allumée. J'ai vu l'ombre de Délice, puis l'ombre de Marcel. Leurs silhouettes se sont fondues, trop proches pour être innocentes. J'ai retenu ma respiration, comme si l'air pouvait trahir ma présence. À travers les rideaux, les silhouettes se cherchaient, se reconnaissaient. Un geste maladroit puis familier. La main de Marcel sur la nuque de ma femme, ce geste que je croyais n'être qu'à nous. La télévision parlait toute seule, volume bas, comme pour couvrir des murmures. Je me suis accroché au volant. Je me suis rappelé la fois où Marcel m'avait aidé à réparer une porte, ses blagues faciles, sa façon de dire « grand frère », avec une admiration que j'aimais entendre. Je ne voulais pas croire ce que je voyais. Alors j'ai tenté de mettre des mots rassurants là où il n'y avait que l'évidence. Ils parlent d'un problème, ils se consolent. Mais leur silence avait la lourdeur des baisers volés. Un rire étouffé a fendu la lumière. J'ai su. Pas un doute, pas une rumeur. Une certitude qui brûle. Mon sang a bouilli. J'ai vu ma femme, ma Délice, dans les bras de mon frère. Le monde s'est effondré. La trahison était là, sous mes yeux, dans ma propre maison. Tout ce que j'avais bâti, toute ma confiance, tout mon amour était réduit en cendres. Je ne pouvais pas bouger. La rage et la douleur m'ont paralysé. Je devais savoir. Je devais comprendre l'ampleur de cette abomination. J'ai roulé jusqu'à chez Kofi, le cœur en miettes. Les images de Délice et Marcel se rejouaient sans cesse dans ma tête. La rage me brûlait, mais une douleur plus profonde m'étouffait. Kofi Mensah, mon ami de toujours, m'a ouvert sa porte. Il m'a regardé comme on regarde un rescapé. Chez lui, l'odeur de gingembre et de thé à la menthe m'a ramené des années en arrière, quand nous n'avions que nos rêves et 2 vélos fatigués. Kofi et moi, nous avions appris à compter sans père, à nous fabriquer des règles. Ne jamais abandonner, dire la vérité le soir, même si elle fait mal. Il a posé sa main sur mon épaule, sans poser de questions. Dans sa petite salle à manger, la nappe à carreaux avait vu passer des réussites et des deuils. Il m'a servi du thé qui fumait. Je n'avais plus faim, mais la chaleur du bol m'a tenu comme un ami tient la tête de l'autre quand il s'effondre. « Parle », a-t-il dit simplement. Alors j'ai parlé, et chaque mot me déchirait la gorge comme si je confessais une faute. Quand j'ai dit « Marcel », il a serré la mâchoire. Quand j'ai dit « Délice », il a détourné les yeux. Le silence de Kofi valait plus que des conseils. Il me prêtait son calme pour empêcher ma colère de tout casser. Il a vu mon visage, ma détresse. Sans un mot, il m'a fait entrer. Je me suis effondré sur sa chaise. J'ai tout raconté, les mots sortant avec difficulté. Le billet, le supermarché, ma maison, Marcel, Délice. Kofi, 53 ans, écoutait, son visage grave. Il était choqué, indigné. Il ne comprenait pas non plus. Mon frère, c'est impossible. Délice? Marcel? Il secouait la tête, mais j'avais vu de mes propres yeux. La trahison était réelle. Kofi m'a servi un thé chaud, mais je ne pouvais rien avaler. La nuit a été longue. Je n'ai pas dormi. Mon esprit tournait en boucle. 25 ans de mariage, 25 ans de confiance. Tout était un mensonge. Mes enfants, qu'allaient-ils devenir? Cette nuit-là, j'ai compris que ma vie venait de s'arrêter. Une autre vie devait commencer. Kofi m'a conseillé de ne pas agir sous le coup de la colère. Amadou, tu dois être intelligent. Si tu les affrontes maintenant, ils nieront tout. Ils te feront passer pour fou.
Il avait raison, ma rage ne m'aiderait pas. Il fallait des preuves irréfutables. J'ai commencé à repenser à tout, les absences de Délice, ses appels téléphoniques discrets. Elle avait toujours un vieux téléphone qu'elle gardait caché. Elle disait que c'était pour le travail, pour des contacts qu'elle ne voulait pas mélanger avec notre ligne principale. Je n'y avais jamais prêté attention. Mais maintenant, chaque détail prenait un sens sinistre. Marcel venait souvent, mais parfois il restait tard. Je pensais qu'il parlait d'affaires, de la famille. J'étais aveugle. Kofi m'a aidé à me calmer. Nous allons trouver la vérité, mon frère. Nous allons trouver comment ils ont fait ça. L'idée de ce vieux téléphone m'est revenue avec force. C'était ma seule piste. Je devais retourner à la maison, sans être vu, et trouver ce téléphone. C'était risqué, mais je n'avais pas le choix. Quelques jours plus tard, sous le couvert de la nuit, je suis retourné chez moi. Le cœur battant, j'ai utilisé ma propre clé. La maison était silencieuse. Délice et les enfants dormaient. J'ai cherché le téléphone. Je savais où elle le cachait, dans une vieille boîte sous des vêtements au fond de son placard. Mes mains tremblaient en le trouvant. C'était un modèle ancien avec un petit écran. Je l'ai allumé. Il y avait un code. J'ai essayé des dates importantes, des anniversaires. Le code était la date de notre mariage et mon estomac s'est noué. Elle utilisait notre date pour cacher sa trahison. J'ai accédé aux messages, aux appels. Et là, j'ai trouvé l'horreur. Des conversations détaillées avec Marcel, des messages d'amour, des plans pour se débarrasser de moi. Il parlait de ma petite entreprise, de la maison, de mes économies. Ils voulaient tout. Ils avaient tout planifié. Chaque mot était un coup de poignard. Ils se moquaient de ma naïveté. Ils disaient que j'étais trop gentil, trop confiant. J'ai trouvé des enregistrements vocaux, la voix de Délice, la voix de Marcel, leurs rires, leurs plans pour me ruiner. La preuve était là, accablante. J'ai copié tous les fichiers sur une petite clé USB que Kofi m'avait donnée. Puis, j'ai remis le téléphone exactement où je l'avais trouvé. Je suis ressorti de ma propre maison comme un voleur. Le soleil se levait. Je suis retourné chez Kofi, le corps vidé, l'âme en lambeaux. Je lui ai montré les preuves. Il a écouté les enregistrements, lu les messages. Son visage s'est durci. Amadou, c'est pire que ce que j'imaginais. La trahison n'était pas seulement émotionnelle, elle était financière, calculée. Il voulait me dépouiller de tout. Je ne pouvais plus vivre sous le même toit que cette femme, ni laisser mes enfants grandir avec un tel mensonge. Mais comment faire? Comment affronter cette vérité sans détruire mes enfants? Je savais que je ne pouvais pas rentrer chez moi. Ma maison était devenue un piège. Mon cœur était brisé. Mais ma détermination était née. Je devais partir. Je devais me reconstruire. Mais où aller? Comment survivre sans rien? Le monde s'était écroulé. Je n'avais plus de foyer, plus de famille, plus de dignité. Je me retrouvais seul, avec seulement la clé USB et la douleur de ma trahison. Kofi m'a offert son canapé, mais je ne pouvais pas rester. Je ne voulais pas être un fardeau. Ma dignité, même brisée, me l'interdisait. J'ai passé les premières nuits à errer. Je dormais où je pouvais, sur un banc, sous un marché. La honte me brûlait. Moi, Amadou Kaboré, un homme respecté, réduit à ça. Chaque matin, le soleil se levait sur ma nouvelle réalité, la misère. La faim est devenue ma compagne, la fatigue, mon ombre. Je me sentais invisible. Les gens passaient sans me voir. C'était une douleur différente, une solitude profonde. Je pensais à mes enfants, mes 3 enfants. Comment allaient-ils? Avaient-ils remarqué mon absence? Délice leur avait-elle raconté des mensonges? L'idée de ne pas les voir me déchirait. Mais je ne pouvais pas retourner. Je ne pouvais pas les confronter à cette vérité horrible. Je ne voulais pas qu'ils voient leur père détruit. Je devais les protéger, même à distance. Kofi m'a apporté de la nourriture, des vêtements propres. Il était mon seul lien avec mon ancienne vie. Amadou, ne lâche pas. Tu es un homme fort. Ces mots étaient un baume, mais la blessure était trop profonde. J'ai commencé à chercher du travail, n'importe quoi. J'étais un homme de 52 ans, sans domicile fixe, sans références immédiates. Les portes se fermaient. On me regardait avec méfiance. J'ai accepté des petits boulots, porté des sacs au marché, nettoyé des rues. Chaque jour était une lutte pour un repas, pour un endroit où dormir. Je connaissais les bancs qui mordent le dos et les trottoirs qui gardent la chaleur jusqu'au milieu de la nuit.
Les marchés ferment avec des bruits de métal, puis la ville change de peau. Les chiens fouillent, les hommes se taisent. J'ai appris l'art d'attendre le jour, l'oreille tendue au moindre pas. Une vendeuse m'a donné des mangues abîmées. Je l'ai remerciée comme si elle m'offrait un festin. Le matin, je lavais ma chemise dans un seau, je la tordais jusqu'à ce qu'elle craque, et je redevenais présentable pour faire la queue avec les autres journaliers. Un billet froissé dans ma poche, pas le billet du supermarché, un autre, celui d'un maigre salaire, devenait une victoire. Le soir, la fatigue me coupait en deux, mais je découvrais une force nue, celle de continuer malgré l'humiliation. J'empilais des pièces dans une boîte d'allumettes. Elles tintaient comme un chapelet de promesses. Chaque pièce disait « Tu n'es pas fini ». Mes mains, autrefois celles d'un entrepreneur, étaient maintenant celles d'un ouvrier journalier. La sueur, la poussière, la douleur physique, c'était une punition silencieuse. Je revoyais les rires de Délice et Marcel dans les enregistrements, leur mépris. Cela alimentait une flamme en moi, une flamme de revanche. Pas une vengeance violente, mais une revanche par la résilience. Je devais prouver que j'étais plus que l'homme qu'ils avaient trahi. Je devais me relever. Un soir, alors que je dormais sous un abri de fortune, la pluie a commencé à tomber. Elle s'est infiltrée, me trempant jusqu'aux os. Le froid m'a transpercé. J'ai pensé que c'était la fin. J'ai pensé à abandonner, à me laisser mourir. Mais une image est apparue dans mon esprit. Le visage de ma mère, qui m'avait élevé seule, avec tant de courage. Elle ne m'aurait jamais vu abandonner. Je me suis levé, tremblant, mais avec une nouvelle détermination. Je ne pouvais pas mourir comme ça. Je devais me battre, pour ma dignité, pour mes enfants, pour la justice. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. J'ai appris à vivre avec le minimum. J'ai appris à observer, à écouter. J'ai rencontré d'autres personnes dans la même situation. Des histoires de malheur, mais aussi de survie. J'ai commencé à économiser chaque petite pièce. Mon objectif était clair, me reconstruire puis revenir. Mais comment? Comment un homme sans rien pouvait-il affronter un couple qui avait tout volé? Je n'avais que ma clé USB et ma volonté. Un jour, alors que je travaillais comme porteur au marché, j'ai entendu une conversation. Deux hommes parlaient d'un avocat, un homme redoutable qui ne perdait jamais un procès, un homme qui défendait les plus faibles. Mon cœur a battu plus fort. C'était peut-être ma chance. Mais comment le contacter? Et comment le payer? Je n'avais rien, mon chemin était encore long, semé d'embûches, mais pour la première fois depuis des mois, une lueur d'espoir a traversé mon désespoir. Je savais que je devais trouver cet avocat, coûte que coûte. J'ai cherché cet avocat. Ce n'était pas facile. Je n'avais pas d'argent, pas d'adresse fixe. Mais l'espoir, même minuscule, me donnait de la force. J'ai posé des questions au marché, dans les petits restaurants. J'ai parlé aux gens qui semblaient avoir des informations. On m'a donné un nom, Maître Diallo, sans aucun lien avec ma voisine homonyme. Le nom circulait comme une rumeur qui redresse le dos. Un homme qui ne baisse pas les yeux, un homme qui n'a pas peur des familles puissantes ni des secrets de quartier. Au marché, on m'a envoyé vers un boucher, puis vers un professeur à la retraite qui écrivait encore avec une plume. Chacun ajoutait un détail. Il écoute d'abord. Soas, il n'aime pas les menteurs. Il fait payer, mais il rend la dignité. J'ai suivi ses traces comme on suit des empreintes dans la poussière après la saison sèche. Le soir, Kofi me donnait des noms, des numéros, des adresses griffonnées. Je me présentais humble, le chapeau à la main, et je demandais « Où puis-je le trouver ?» Peu à peu, la ville s'est mise à me répondre. Et quand j'ai tenu enfin l'adresse exacte, écrite d'une écriture nette, j'ai senti la peur reculer d'un pas. La justice avait un visage possible. On disait qu'il était redoutable, qu'il ne reculait devant rien, mais aussi qu'il était cher, très cher. J'ai économisé chaque franc que je gagnais en portant des charges. Chaque pièce était un pas vers la justice. Kofi m'a aidé, il m'a donné un peu d'argent quand il le pouvait. Il croyait en moi, il savait que je n'abandonnerais pas. Un jour, j'ai trouvé l'adresse du cabinet de Maître Diallo. C'était un grand bâtiment, imposant. Je me suis présenté, mes vêtements sales, mon corps fatigué. La secrétaire m'a regardé avec méfiance. « Vous avez rendez-vous » J'ai dit non. J'ai expliqué que c'était urgent, que j'avais une histoire importante. Elle a hésité. J'ai insisté. J'ai dit que j'avais des preuves. Elle a fini par me donner un rendez-vous dans une semaine. J'ai senti un mélange de soulagement et de peur. Une semaine, c'était long, mais c'était une chance.
Le jour du rendez-vous, je me suis lavé avec l'eau froide d'une fontaine publique. Kofi m'avait prêté une chemise propre. Je voulais avoir l'air digne. Maître Diallo était un homme imposant, la cinquantaine, le regard perçant. Il m'a fait asseoir. Il a écouté mon histoire sans m'interrompre. Je lui ai tout raconté depuis le billet jusqu'à la nuit où j'avais vu Délice et Marcel. Il n'a pas montré d'émotion. Son visage était impassible. Quand j'ai eu fini, il a dit « Et vous n'avez rien, pas d'argent pour me payer ?» J'ai baissé la tête. « Non, maître, j'ai tout perdu, mais j'ai ça. » J'ai sorti la clé USB de ma poche, il l'a prise, l'a insérée dans son ordinateur, il a écouté les enregistrements, lu les messages. Son visage a changé. Une lueur de colère est apparue dans ses yeux. « C'est une abomination, monsieur Caboret, une trahison calculée. » Il a retiré la clé. « Je vais prendre votre affaire. Je ne vous demanderai rien maintenant. Nous verrons après. » J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. C'était la première fois depuis des mois que je sentais que la justice était possible. Maître Diallo a commencé à travailler. Il m'a demandé de raconter mon histoire encore et encore, chaque détail. Il a contacté Kofi pour confirmer mon témoignage. Il a cherché des documents, des preuves de propriété. Il m'a expliqué que le processus serait long. Délice et Marcel ne se laisseraient pas faire. Il nierait tout. Il fallait être patient, méthodique. Pendant ce temps, je continuais ma vie de porteur. Mais maintenant, j'avais un but. Chaque sac que je portais, chaque sou que je gagnais, était pour ma reconstruction. Je me sentais plus fort. Je n'étais plus un homme brisé. J'étais un homme en quête de justice. Maître Diallo m'a aussi parlé de la voisine, Fatou Diallo, 65 ans, la femme qui m'avait donné le billet. Elle est une témoin clé, monsieur Caboret. Sans elle, le billet n'est qu'un morceau de papier. J'ai réalisé l'importance de Fatou. Elle avait risqué gros pour moi. Je devais la retrouver. Je suis retourné dans mon ancien quartier, discrètement. J'ai demandé des nouvelles de Fatou. On m'a dit qu'elle était toujours là, mais qu'elle était malade. J'ai eu peur qu'il soit trop tard. J'ai trouvé la maison de Fatou. Elle était assise sur sa véranda, frêle, mais ses yeux étaient toujours vifs. Je me suis approché. « Madame Fatou ?» Elle m'a regardé, surprise. « Amadou, mon Dieu, vous êtes vivant. » Elle a pleuré. Je me suis agenouillé. « C'est vous qui m'avez donné le billet, n'est-ce pas ?» Elle a hoché la tête. « Oui, mon fils. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Je voyais tout. Votre femme et votre frère. Ils se moquaient de vous. Ils planifiaient de vous jeter dehors. J'ai eu peur pour vous. » Elle m'a raconté comment elle avait tout vu, les rendez-vous secrets, les rires, les conversations. Elle avait même entendu des bribes de leur plan. Elle avait décidé d'agir. Sa voix avait le grain des femmes qui ont beaucoup vu et qui parlent peu. Je suis vieille, Amadou. J'ai passé des soirées entières sur ma véranda. Les maisons finissent par parler à celles qui veillent. Elle m'a décrit la cadence des visites de Marcel, les minutes volées, le rideau qui ne bouge pas quand on sait qu'on est regardé. Je ne te dis pas ça pour te briser, mais pour te rendre ta vue. Dans sa cuisine, un pot de sauce mijotait. Elle m'a dit qu'elle avait longtemps hésité avant d'écrire le billet, qu'elle avait recommencé 3 fois, qu'elle avait prié. Elle craignait pour moi, et aussi pour elle. Ce jour-là, au supermarché, j'ai attendu que ta femme se tourne. J'ai pensé à ma jeunesse, à ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi. Alors j'ai glissé le papier. Que Dieu me pardonne si j'ai mal fait. Ses yeux brillaient. Je lui ai pris les mains. Je savais que sa vérité avait un prix et que je devrais la protéger à mon tour. Elle avait attendu le bon moment au supermarché. Elle savait que je devais être prévenu. Son témoignage était crucial. Maître Diallo était ravi. Avec ça, monsieur Caboret, nous avons une chance réelle. La machine judiciaire était lancée. Les premières lettres ont été envoyées. Des convocations. Je n'étais plus un fantôme. J'étais de retour. Délice et Marcel ont dû recevoir ces papiers. J'imaginais leur surprise, leur peur. Ils pensaient que j'avais disparu, que j'étais mort. Mais j'étais là, plus fort que jamais. Le moment de la confrontation approchait. Je savais que ce serait difficile, mais j'étais prêt. Je voulais voir leur visage quand ils comprendraient que leur plan avait échoué. Je voulais qu'ils sachent que la justice, même lente, finit toujours par arriver. La bataille ne faisait que commencer. Les premières convocations ont semé la panique chez Délice et Marcel. Je l'ai appris par des rumeurs, par des gens qui me reconnaissaient encore. Ils étaient furieux. Ils ont commencé à dire que j'étais fou,
que j'avais abandonné ma famille, que j'étais un homme sans honneur. Ils ont essayé de salir mon nom dans le quartier. Mais les gens qui me connaissaient, ceux qui avaient vu ma vie de travailleur acharné, ne les croyaient pas tous. Certains commençaient à douter. Pendant ce temps, je continuais ma vie de l'ombre. Je travaillais sans relâche, portant des sacs, nettoyant des chantiers. Chaque soir, je rentrais chez Kofi, épuisé, mais avec une nouvelle force. La perspective de la justice me nourrissait. Maître Diallo était un stratège. Il ne laissait rien au hasard. Il m'a dit de ne pas répondre aux provocations, de rester silencieux. Votre silence est votre force, monsieur Caboret. Laissez-les s'épuiser dans leurs mensonges. Le plus difficile était l'absence de mes enfants. Je ne les avais pas vus depuis des mois. Je me demandais s'ils pensaient à moi, s'ils me haïssaient. Délice était capable de tout. Elle pouvait leur raconter n'importe quoi. Cette pensée me torturait plus que la faim ou le froid. Je voulais les serrer dans mes bras, leur expliquer, mais Maître Diallo m'avait interdit de les approcher. Pour l'instant, monsieur Caboret, toute tentative de contact pourrait être utilisée contre vous. Il dirait que vous les harcelez. Les semaines sont devenues des mois. L'affaire avançait lentement, comme un fleuve qui creuse son lit. Maître Diallo a déposé une plainte formelle pour escroquerie et abus de confiance. Il a demandé le gel des biens. Délice et Marcel ont été convoqués pour une première audience préliminaire. C'était la première fois que j'allais les revoir. Mon cœur battait la chamade. J'avais peur de ma réaction, peur de la leur. Le jour de l'audience est arrivé. Je suis entré dans la salle, accompagné de Maître Diallo. Délice et Marcel étaient déjà là, assis sur un banc. Ils m'ont vu. Leurs visages se sont décomposés. La surprise, puis la haine. Délice, toujours élégante, a essayé de garder son calme, mais ses yeux trahissaient sa fureur. Marcel, lui, était livide. Il a serré les poings. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé. J'ai vu la peur dans leurs yeux. C'était une petite victoire. Le juge a écouté les premières déclarations. Maître Diallo a présenté les preuves initiales. La clé USB, le témoignage de Fatou. Délice et Marcel ont nié en bloc. Ils ont dit que j'étais un homme violent, que j'avais des problèmes mentaux. Ils ont inventé des histoires. Le juge a ordonné une enquête plus approfondie. Il a aussi demandé à ce que les enfants soient entendus par un psychologue. Cette nouvelle m'a transpercé. Mes enfants. Ils allaient être mêlés à tout ça. Après l'audience, je suis resté à distance. J'ai vu Délice parler à mes enfants. Ils me regardaient avec des yeux étrangers. J'ai compris que la justice serait une bataille et leur cœur une autre. Mes enfants me regardaient avec des yeux étrangers. Cette image me hantait. C'était une douleur plus profonde que la trahison de Délice et Marcel. C'était le rejet de ma propre chair. Je savais que Délice leur avait raconté des mensonges. Elle avait dû me dépeindre comme un monstre, un père absent, un homme indigne. Comment pouvait-il me croire? Comment pouvait-il oublier 25 ans de vie commune? Maître Diallo a vu ma détresse. Monsieur Caboret, je comprends votre douleur. Mais pour l'instant, nous devons nous concentrer sur la justice. Quand la vérité éclatera, vos enfants comprendront. Ils verront qui vous êtes vraiment. Ces mots étaient un réconfort, mais le chemin me semblait long. Je voulais leur parler, leur expliquer. Mais je devais suivre les conseils de mon avocat. Toute tentative de contact pourrait être mal interprétée. Je devais rester fort pour eux aussi. La vie continuait, dure. Je travaillais toujours comme porteur, économisant chaque sou. Kofi était mon seul ami, mon seul soutien. Il me rappelait ma force, ma dignité. Amadou, tu n'es pas seul. La vérité finira par triompher. Ces paroles me donnaient du courage. Je me sentais comme un arbre déraciné, mais dont les racines cherchaient une nouvelle terre. Je ne pouvais pas me permettre de sombrer. Je devais me battre, pour la justice, pour mon honneur et un jour peut-être pour le cœur de mes enfants. Maître Diallo était un homme méthodique. Il a lancé une enquête approfondie. Il a demandé des relevés bancaires, des titres de propriété. Il a découvert des irrégularités. Délice avait transféré de l'argent de nos comptes communs vers des comptes à son seul nom. Elle avait aussi tenté de modifier les titres de propriété de la maison et de mon entreprise pour les mettre au nom de Marcel. Mais elle n'avait pas pu aller jusqu'au bout. J'avais toujours été prudent, j'avais mis des protections légales. Cela m'avait sauvé. Marcel et Délice, de leur côté, ne restaient pas inactifs. Ils ont continué à répandre des rumeurs. Ils ont dit que j'avais des dettes, que j'avais fui mes responsabilités.
Ils ont même essayé de soudoyer des témoins, mais Maître Diallo était vigilant. Il a contré chaque attaque. Il a présenté des preuves de leur tentative de manipulation. Le juge a commencé à les regarder avec suspicion. La balance de la justice penchait lentement de mon côté, mais le combat était loin d'être terminé. Ils étaient désespérés, et les gens désespérés sont dangereux. Pendant que la bataille juridique faisait rage, ma vie personnelle était une lutte constante. Je vivais toujours chez Kofi, mais je contribuais. Je payais ma part, je l'aidais. Je voulais être indépendant. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté, non seulement pour les frais d'avocat, mais aussi pour un nouveau départ. J'ai appris à me débrouiller, à faire confiance à mon instinct. J'ai rencontré d'autres personnes qui avaient connu des difficultés. Leurs histoires m'ont donné de la perspective. J'ai réalisé que je n'étais pas le seul à souffrir. Un jour, alors que je travaillais au marché, j'ai vu un vieil homme qui vendait des tissus. Il était aveugle, mais il connaissait chaque texture, chaque couleur. Il m'a raconté son histoire. Il avait perdu la vue jeune, mais il avait appris à voir avec ses autres sens. Il m'a dit « Mon fils, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il faut juste apprendre à la trouver. » Ces mots ont résonné en moi. J'avais perdu ma vision de la vie, ma confiance, mais je pouvais en construire une nouvelle. Je pouvais voir ma nouvelle voie. Cette rencontre m'a donné une force nouvelle. Je n'étais plus seulement en quête de justice, j'étais en quête de ma propre renaissance. Maître Diallo a continué à creuser. Il a découvert des messages plus anciens, des conversations où Délice et Marcel planifiaient leur coup depuis des années. Ils avaient attendu le bon moment, le moment où je serais le plus vulnérable. Ils avaient même parlé de me faire du mal, de me faire disparaître. C'était horrible. La preuve était accablante. Il a aussi trouvé des témoins qui avaient vu Marcel et Délice ensemble, dans des lieux discrets, bien avant que je ne découvre tout. Ces témoignages, combinés aux enregistrements et aux documents bancaires, formaient un dossier solide. Le juge a fixé la date du procès. C'était dans quelques semaines. Le moment de la confrontation finale approchait. Je sentais un mélange d'appréhension et d'excitation. J'allais enfin pouvoir faire face à mes traîtres. J'allais pouvoir présenter la vérité. Mais une dernière chose me préoccupait. Maître Diallo m'a dit que Délice avait fait une dernière tentative désespérée. Elle avait contacté les enfants, leur demandant de témoigner contre moi, de dire que j'étais un père violent. Mon cœur s'est serré. Mes enfants. Allaient-ils vraiment faire ça? Allaient-ils se laisser manipuler jusqu'au bout? La réponse allait tomber au procès. C'était la dernière épreuve, la plus douloureuse. La réponse allait tomber au procès. C'était la dernière épreuve, la plus douloureuse. Je passais mes nuits à y penser. Mes enfants. Je les avais élevés avec amour. Je leur avais tout donné. Comment pouvaient-ils me trahir à leur tour? La douleur était immense. Mais une petite voix en moi me disait qu'ils étaient manipulés. Ils étaient jeunes. Ils ne comprenaient pas l'ampleur de la situation. Je devais garder espoir. Je devais croire qu'au fond d'eux, ils se souvenaient du père que j'avais été. Maître Diallo m'a préparé pour le procès. Il m'a dit de rester calme, de ne pas réagir aux provocations. Ils essaieront de vous briser, monsieur Caboret, mais votre dignité est votre meilleure arme. Il a répété chaque détail de notre stratégie. Chaque preuve serait présentée avec méthode. Le témoignage de Fatou serait crucial. Les enregistrements, les documents bancaires, tout serait mis sur la table. Je me sentais prêt à affronter la vérité, quelle qu'elle soit. La veille, la ville semblait contenir sa respiration. Chez Kofi, j'ai repassé ma chemise jusqu'à lisser aussi mes tremblements. Maître Diallo m'avait fait répéter mes réponses, pas pour me déguiser, mais pour m'aligner avec ce que je savais. La nuit, j'ai dormi par morceaux. J'ai rêvé du billet du supermarché qui devenait un oiseau. Il se posait sur mon épaule et me conduisait à travers des couloirs de tribunaux, des portes lourdes, des regards froids. Au bout d'une lumière, pas un triomphe, non, une lumière simple comme le matin. Je me suis réveillé avant l'aube. J'ai touché ma poche, j'ai senti l'amulette de Kofi et la clé USB que je ne quittais jamais. J'ai compris que je n'avançais plus seul. Ma douleur marchait avec ma dignité et derrière elle, l'espoir. Les jours précédant le procès furent les plus longs de ma vie. Je me sentais comme un guerrier avant la bataille finale. Kofi était là, comme toujours. Il m'a donné une petite amulette, un porte-bonheur. Pour la force, mon frère, pour la justice, j'ai serré l'amulette dans ma main. Elle représentait l'amitié, la loyauté
Tout ce que Délice et Marcel avaient piétiné. Le jour du procès est arrivé. Le tribunal était bondé. Des journalistes, des curieux, des gens du quartier. Je suis entré, le cœur battant, mais la tête haute. Maître Diallo marchait à mes côtés. Délice et Marcel étaient déjà là, assis sur le banc des accusés. Leurs visages étaient tendus. Ils m'ont regardé avec une haine froide. Je n'ai pas baissé les yeux. J'ai soutenu leur regard. J'étais Amadou Kaboré. J'étais de retour, resté jusqu'au verdict. Une seule phrase va briser des années de mensonges. Le procès a commencé. Maître Diallo a présenté notre dossier. Il a parlé de la trahison, de l'escroquerie, de la manipulation. Il a montré les preuves. Les enregistrements ont été diffusés. La voix de Délice, la voix de Marcel, planifiant ma ruine. Leur rire. Une onde de choc a traversé la salle. Les visages de Délice et Marcel sont devenus livides. Ils ont essayé de protester, mais le juge les a fait taire. Puis, Fatou Diallo a été appelée à la barre. La vieille femme, frêle mais digne, a raconté comment elle avait tout vu, comment elle avait glissé le billet dans ma poche. Sa voix était claire, pleine de conviction. Elle a expliqué sa peur pour ma vie, son désir de justice. Son témoignage était puissant. Il a touché tout le monde. Délice et Marcel n'avaient rien à dire. Leur mensonge s'effondrait. Le moment le plus redouté est arrivé. Le juge a appelé les enfants à la barre. Mon fils aîné, puis mes deux filles. Ils sont entrés, les yeux baissés. Ils avaient grandi. Je les ai vus. Mon cœur s'est serré. Ils étaient si jeunes pour porter un tel fardeau. Délice les a regardés, leur faisant un signe discret. Marcel a fait de même. Ils essayaient de les influencer. Mon fils aîné a été le premier à témoigner. Il a commencé à parler, sa voix tremblante. Il a dit des choses que Délice lui avait dictées. Il a dit que j'étais absent, que j'étais violent. Mon cœur se brisait. Je voulais crier, les serrer dans mes bras. Mais je suis resté immobile, comme une statue. Maître Diallo m'avait prévenu. Puis ma fille cadette a été appelée. Elle avait toujours été la plus sensible. Elle s'est assise, les yeux rouges. Le juge lui a posé des questions. Elle a regardé Délice, puis Marcel. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Un instant. Un seul instant. J'ai vu une lueur dans ses yeux, une lueur de doute, de confusion. Elle a hésité. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. La salle était silencieuse. Qu'allait-elle dire? Allait-elle répéter les mensonges de sa mère? Ou allait-elle enfin dire la vérité? Le destin de mes enfants et le mien étaient suspendus à ses lèvres. Ma fille cadette, les yeux rouges, a regardé Délice, puis Marcel. Ses yeux se sont posés sur moi. J'ai vu une lueur de doute. Elle a hésité. La salle était silencieuse. Elle a pris une profonde inspiration. Maman nous a dit de dire que papa était méchant. Elle a dit qu'il nous avait abandonnés. Sa voix était petite, mais claire. Délice et Marcel sont devenus blêmes. Ma fille a continué, les larmes coulant. Mais papa n'était pas méchant. Il travaillait beaucoup. Il nous aimait. Elle a regardé son frère et sa sœur. Et Marcel, il venait toujours quand papa n'était pas là. Maman riait avec lui. Il se cachait. Le témoignage de ma cadette a brisé le mur de mensonges. La vérité commençait à émerger. C'était une victoire amère. Après le témoignage de ma fille, Maître Diallo a présenté toutes les preuves, enregistrements, messages, relevés bancaires. Il a montré comment Délice et Marcel avaient planifié ma ruine. Il a présenté le témoignage de Fatou. Délice et Marcel ont été appelés à la barre. Leurs visages étaient défaits. Ils ont essayé de nier, mais leurs mots sonnaient faux. Le juge les a confrontés aux preuves. Ils n'avaient plus d'échappatoire. Marcel a tenté de blâmer Délice. Délice a tenté de blâmer Marcel. Leurs alliances se brisaient. Ils se sont accusés mutuellement. La salle a eu ce souffle collectif qu'on entend quand une vérité se retourne contre ceux qui la fuyaient. Maître Diallo n'a pas levé la voix. Il posait des questions courtes, et les réponses de Délice et de Marcel se contredisaient d'elles-mêmes. À quelle heure? Pourquoi ce virement? Qui détenait la clé ce soir-là? Chaque détail devenait un caillou dans leurs chaussures. J'ai vu Délice chercher mes yeux, une seconde, comme pour mendier une sortie que je ne pouvais plus lui offrir. J'ai vu Marcel, les épaules affaissées, tenter un sourire nerveux qui n'appartenait plus à personne. Les enregistrements jouaient, et c'était leur propre voix qui les jugeait. Quand Fatou a confirmé calmement,
La salle s'est inclinée vers elle, comme vers une balise. Je me suis surpris à respirer mieux. Pas par vengeance, mais parce qu'un poids quittait mon dos. Ce poids de prouver ce que l'on sait déjà quand personne ne vous croit. La salle était silencieuse, captivée par la chute de ces deux traîtres. Leurs visages étaient marqués par la peur et la honte. Le juge a rendu son verdict. Délice Caboret et Marcel Ouattara ont été déclarés coupables. Ils ont été condamnés à des peines de prison ferme. Tous mes biens m'ont été restitués. La justice avait été rendue. J'ai senti un immense soulagement. Le poids de l'injustice s'est envolé. Délice et Marcel ont été emmenés. Je ne les ai plus jamais revus. La victoire était douce amère. J'avais récupéré mes biens, mais j'avais perdu 25 ans de ma vie, ma confiance et surtout le lien immédiat avec mes enfants. J'ai remercié Maître Diallo, Kofi et Fatou. Sans eux, je n'aurais jamais pu me battre. Après le procès, j'ai cherché à renouer avec mes enfants, en commençant par ma cadette, celle qui avait brisé le silence. La première rencontre a eu lieu dans un bureau neutre, avec des chaises trop droites et une horloge qui égrenait les minutes. Ma fille tenait son sac contre elle comme un bouclier. Je n'ai pas tendu les bras. J'ai simplement dit son prénom, doucement, comme on dit une prière. Elle n'a pas parlé tout de suite. Alors je lui ai raconté un souvenir. Le jour où elle avait eu peur du tonnerre et où je lui avais appris à compter entre l'éclair et le bruit. Plus l'intervalle grandit, plus l'orage s'éloigne. Elle a souri, à peine. Le psychologue a proposé un jeu, écrire 3 choses vraies sur un papier. Elle a écrit « Le thé de papa », les histoires de camions, les promesses. J'ai écrit « Ton courage, ta voix, notre demain ». Quand elle est partie, elle s'est retournée 2 fois. La deuxième, nos regards se sont rejoints. Ce n'était pas le pardon, pas encore. C'était un fil. Et j'ai su que les fils, patiemment, deviennent des ponts. Un pont ne se jette pas en un jour. Il se construit pas à pas. Ils avaient été blessés, manipulés. Ils avaient besoin de temps. Ce fut le plus difficile. J'ai commencé par leur écrire des lettres d'amour, des souvenirs. Je leur ai expliqué ma douleur, ma quête de justice. Je leur ai dit que je les aimais. Au début, ils ne répondaient pas. Puis un jour, j'ai reçu une lettre de ma fille cadette. Elle disait qu'elle me manquait. C'était un petit pas. J'ai continué. J'ai demandé à Maître Diallo de maintenir des rencontres supervisées. Lentement, les liens ont commencé à se retisser. Mon fils aîné a eu plus de mal, mais mes filles ont commencé à me faire confiance. Elles ont compris la manipulation. Ce fut un long chemin fait de patience et d'amour inconditionnel. Mais je savais que je devais le faire, pour eux et pour moi. J'ai reconstruit ma vie. Mon entreprise a prospéré. J'ai appris à faire confiance à nouveau, avec prudence. J'ai gardé le billet, mon alliance, le carnet de compte. Ils sont les symboles de ma chute et de ma renaissance. Je les montre parfois à mes petits-enfants. Je leur raconte cette histoire. Je leur dis que la trahison peut détruire, mais qu'elle ne doit pas définir qui nous sommes. Je leur dis que la résilience est la plus grande des forces. Aujourd'hui, à 77 ans, je suis un homme en paix. Mes enfants sont adultes. Nous sommes proches. Ils ont compris. Ils ont pardonné. J'ai appris que la vie est pleine d'épreuves, mais que chaque épreuve est une leçon. Ce que tu donnes revient toujours. Le bien comme le mal. La loyauté comme la trahison. J'ai choisi de donner le bien, de reconstruire, de pardonner. Et c'est ce qui m'a sauvé. Mais le chemin de la guérison complète, de l'oubli total de la douleur est-il jamais vraiment terminé? Je me le demande encore parfois en regardant le soleil se coucher sur Ouagadougou. Et parfois, je glisse ce billet froissé dans ma poche avant de sortir. Il me rappelle de ne jamais rentrer chez moi les yeux fermés, mais toujours avec confiance, en moi. Et vous, que feriez-vous pour protéger votre vérité? Dites-le en commentaire et partagez cette histoire à quelqu'un qui a besoin d'espoir.